Bonsoir à toutes et à tous. On a une majorité de postulants HMO avec nous, mais pas que. Donc, dans le cadre des conférences HMO NP, on accueille Mathieu Grenier, donc, de l'agence Combas. Donc, on s'est connus à Grenoble. On a même enseigné ensemble sur une année. Ça fait il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. 3 ans, ça me paraît. Voilà. Je me souviens de ton travail avec les étudiants et du temps long accordé au test des projets en maquette au 500e, assez précisément. Donc voilà, dans le souci du rapport au site, au contexte élargi que tu développais à travers ces échelles-là, et puis du travail extrêmement intéressant donc, que tu développais aussi à Grenoble. C'est pour ça que j'avais pensé à t'inviter pour le plaisir de se retrouver. Et puis pour que surtout tu nous parles de ta façon de pratiquer l'architecture, d'ouvrir peut-être un petit peu le capot du moteur, de la machine. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus pour voir comment, c'est un peu le fil rouge de chaque conférence aussi, comment toi, par ta pratique, tu arrives à garder le cap de ce que tu penses être la qualité architecturale. Je rappelle juste, je l'avais déjà dit, que la prochaine conférence accueillera donc Charles-Henri Tachon, l'équerre d'argent, donc qui était déjà intervenu il y a quelques années, je crois, à Saint-Étienne, et qui nous fera le plaisir de revenir, ou en visio peut-être. Pour l'instant, et théoriquement, ce sera en présentiel, donc ce serait très très bien. Alors il y a le titre que tu as proposé, je m'intrigue quoi. Donc, construire moins est-ce mieux construire. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a le mot construire dedans. Alors est-ce qu'une architecture non construite ou dessinée est une architecture? On peut en discuter, il faut en discuter. Est-ce que seules les architectures construites existent? Voilà, un vrai sujet. Je vois qu'il y a Franck Rambert qui est présent, là, qui nous fait le plaisir de venir à chaque conf. Et j'ai parlé ce matin, lors de la formation, d'un bouquin, là, Au dire de l'obscur. Donc c'est bon, j'ai fini de le lire. Très intéressant. Ces questions-là sont posées aussi, bien évidemment. On a parlé de Boulet, du dessin, évidemment, mais aussi de rapport à la matière et construction. J'ai assez parlé, je vais te laisser, Mathieu, y aller, et puis on échange après ta présentation. Merci beaucoup, Franck, pour cette invitation. Ça me fait plaisir de te revoir après 3 ans. En effet, c'était des bons moments, des bons souvenirs. Saint-Étienne, je disais à Nathan, donc on a un étudiant en HMO, un camarade à vous qui est en HMO dans nos bureaux, mais pas dans mes bureaux, dans les bureaux de Combas Nice. J'en parlerai après un petit peu de l'agence. J'ai proposé d'appeler la conférence avec cette question, construire moins, est-ce construire mieux? Parce qu'en fait, c'est le leitmotiv en 2011. Voilà. En 2011, quand on démarre l'atelier Combas avec Sophie et Pierre, donc mes 2 associés, on avait passé un long moment à essayer de réfléchir d'abord au nom et à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on cherche à porter dans l'architecture, dans notre pratique de l'architecture. Et cette question nous hantait un petit peu, d'abord d'un ancrage dans le territoire, d'où le nom de l'atelier Combas, qui vient en fait d'un concours qu'on a gagné en sous-traitance pour mon père, pour une petite école dans un village de Combas. Mais en même temps, ça nous parlait, parce que ça parlait à la géologie, à la géographie. Ça vient du mot occitan combe. Et donc, du coup, ça avait cette résonance-là. Combas, il y avait aussi, quand on ne dit pas le S, c'est combat. Donc il y a ce rapport-là qui est toujours présent chez l'architecte. Ricciotti a écrit dessus. Enfin, donc on est des Méditerranéens. On s'est rencontrés, Sophie, Pierre et moi, à l'atelier CAB, sur un projet qui a eu l'équerre d'argent en 2012, pour la crèche de la Trinité. Pierre était à l'époque en alternance en design d'espace. Donc il est architecte et designer. Sophie et moi, on sortait fraîchement de l'école. Moi, après l'école, je suis allé faire un master
en urbanisme à Sciences Po Paris. Et donc, du coup, on avait ces parcours et ces chemins un peu différents. Et très vite, en 2011, on crée l'atelier et on réfléchit. Donc, au-delà de la question, je vais aller dans le bon sens, on se forge un corpus, ce qu'on appelle une iconographie commune, qui est en fait un petit peu nos images mentales, ce avec quoi les bagages qu'on amène chacun de nous trois dans notre travail, d'où on vient, pourquoi, quelles sont les images mentales. Je pourrais parler d'image mentale, de mémoire. Il y a Perret qui parle de ça, mais vraiment une connaissance, comment on regarde la pratique et la discipline architecturale, avec des questions qui sont fortes, celles du chemin de l'eau. En fait, c'est nos sacerdoces à tous les trois, et on les a réunis pour forger une culture commune. Et vite est sortie cette question, ou cette envie d'essayer de construire moins, mais construire mieux. Alors, ça renvoie au Less is more de Mies van der Rohe, évidemment, mais dans l'idée, en 2011, on a déjà une espèce de conscience, alors peut-être aussi par mon parcours Sciences Po un peu politique, mais parce que j'avais travaillé en fait pour la fin de mes études sur un scénario prospectif pour la région Île-de-France. On a écrit, si vous voulez, ce qu'allait devenir la région Île-de-France en 2050. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce scénario prospectif, ce scénario d'écriture qu'on a fait à plusieurs mains au cycle d'urbanisme, en fait, nous a amené à anticiper les crises des Gilets jaunes. On s'est trompé sur la date, mais les crises du périurbain, on l'avait écrit dans ce texte. Mais en fait, c'est évident, c'est cousu de fil blanc. Toutes ces histoires, on n'est pas devin. C'est juste, on a lu le sens de l'histoire, on l'a déroulé. Et donc, du coup, on a anticipé, quand en 2011, on crée l'atelier, avec ce leitmotiv « Construire moins, c'est construire mieux », construire moins pour construire mieux, on avait envie de dire, mais en fait, peut-être qu'il va falloir engager un ralentissement de la production, construire moins demain, mais essayer de le faire mieux. Alors mieux, ça peut être moral, mais on en parlait avec monsieur Rambert juste avant. Pour nous, il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a ce que nous, on juge bien, mais c'est que nous, et des fois, et on va le voir dans notre travail, ce qu'on jugeait bien en 2011, c'est plus ce qu'on veut faire et ce qu'on fait aujourd'hui, et on évolue dans ça. Mais néanmoins, on essaie d'avoir toujours un engagement dans ce qu'on peut produire. Je vais avancer pour être un peu plus concret. Je vais vous présenter ce soir 5 projets. Un premier projet qui est pour nous manifeste, qui incarne comment on s'est rencontrés, ce qu'on voudrait porter, qui incarne un petit peu l'identité. Donc il y a un petit refuge dans les Cévennes. Deuxième projet qui est un petit peu le projet qui nous a fait émerger, c'est pour lequel on a eu des prix, qui est un centre éducatif fermé pour des mineurs délinquants sur les hauteurs de Marseille. Un troisième projet qui est un projet charnière dans l'agence, un moment de bascule, donc une caserne, on va dire une force d'intervention pour les risques naturels dans l'arrière-pays niçois. Et deux derniers projets, une opération de 18 logements sur les hauteurs de Nice et une maison de santé à Charleval, à côté d'Aix. Juste, du coup, pour parler de nous, on est 3 associés, mais on a 2 agences. On est basé sur 2 endroits différents. Mes associés sont à Nice. Moi, je suis à Nîmes, dans le Gard, pour des raisons personnelles et pour des raisons aussi stratégiques, qui étaient plus réfléchies. Mais on en parlera peut-être après, s'il y a des questions. Et donc, ce double ancrage fait qu'on travaille sur des territoires et des problématiques qui sont diverses. Notre travail est étroitement attaché à la question de la matière, de la ressource, de la mise en œuvre, du pourquoi on fait. Et dans chacun de nos projets, on aborde les projets autour d'un triptyque de 3 questions qui sont assez intemporelles et qui, en fait, on les retrouve dans beaucoup d'écrits de nombreux architectes. Ce n'est pas nos préoccupations, c'est, je pense, plutôt des préoccupations qui concernent la discipline, qui sont le rapport au sol,
le rapport au ciel et le rapport à la matière. Dans ce projet, dans les Cévennes, on s'est confronté au rapport au sol. Le rapport au sol, c'est un rapport bien sûr à la coupe, à la pente, à comment on installe une construction dans un site, mais c'est aussi un rapport au sol au sens le lien paysan, le lien vernaculaire, le lien sociologique de qu'est-ce qui est en jeu dans l'acte de construire par rapport au système dans lequel on s'inscrit. Le ciel, c'est la question, et puis parce qu'on travaille quasiment toujours dans des sites en pente, parce qu'en venant des Alpes, ce territoire, ou le territoire même montagneux, collinaire du Massif central, fait que poser une horizontale dans un site en pente, forcément l'horizon, le sol, c'est une question. Le ciel, c'est qualifier un espace. On a tendance à dire que qualifier le propre, la définition d'architecture, c'est qualifier un espace par la lumière, lui donner des qualités. C'est avec cette belle citation de Louis Kahn, même si je voulais faire percevoir la pénombre, je ferais un trou pour pouvoir percevoir l'ombre dans laquelle je me trouve. C'est pas tout à fait dit comme ça, mais dans son ouvrage, il fait référence et il définit comme ça cette idée de pour percevoir le noir et la pénombre, on a besoin d'un minuscule trou, on ne peut pas être dans l'obscurité totale. Et le rapport à la matière, c'est ce qu'on va prélever, ce qu'on va emprunter, avec l'idée que finalement ce qui fait l'unité des villes, l'unité d'un lieu, c'est un rapport à la matière qui ancre l'architecture et qui renvoie du coup à la question du rapport au sol, mais en même temps, dans la mise en œuvre, dans les choix et dans comment on le met en œuvre, est éminemment questionné. Le petit refuge dans les Cévennes, je vais accélérer maintenant, parce que c'est nos projets, ça a besoin d'aller moins vite. C'est moins des questions qui posent une assise, on va dire, philosophique de l'atelier. Le premier projet, donc, c'est un refuge dans les Cévennes pour ma famille. On a un terrain sur lequel on organisait des camps scouts, des camps éclaireurs depuis plusieurs générations. Et ce site est reculé à 25 minutes de marche. Donc ça, c'est le hameau où on a toutes les maisons. Et le site du projet, c'est le point rouge qui est ici, dans la forêt. On peut y aller qu'à pied, ou avec des ânes, ou avec des motoculteurs. Du coup, construire ce petit refuge, c'est quoi? C'est un lieu pour les camps scouts, mais c'est aussi devenu, dans la tradition protestante, un lieu où on répand les cendres. On ne s'enterre plus chez nous, mais c'est un lieu où on répand les cendres et on disperse les cendres. C'est un lieu de mémoire, de recueillement pour la famille, et c'est un lieu ouvert aux gens de passage. Donc mon grand-père nous demande de réhabiliter cette ruine qui tombe, et on fait un projet qui est vraiment très simple. On va remonter les murs. Bon, la maçonnerie, on a fait le moins possible, parce que porter des sacs de sable, du ciment, et aller chercher du sable dans la rivière, c'est fatigant et c'est compliqué. Ça a mis 3 ans et on n'avait plus beaucoup d'énergie. Puis on a fait un acte très simple. On a fait 4 massifs, 4 poteaux, 4 poutres et des planchers. Bien sûr, donc on a apporté la matière depuis le village jusqu'à là-haut. On a fait ce chantier comme un acte qui nous a unis tous les 3, mais qui a uni aussi les collaborateurs qui ont travaillé avec nous, avec qui on retravaille maintenant. Ils ont pris leur envol et ils sont associés avec nous sur des concours. Nos chemins se recroisent. Et pendant 3 mois, pendant un été, on a construit ça en alternant pendant nos vacances, respectivement. On montait et en fait, on laissait des croquis sur le chantier en disant au groupe qui venait après comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour la semaine suivante. Et chacun prescrivait à l'autre et l'autre adaptait et relaissait une trace manuscrite de ce qu'il aurait à faire par la suite. Et ce projet est très simple. On préfabriquait les éléments en atelier, donc une baie, les 4 poteaux, les éléments qu'on a achetés chez le scieur d'à côté. Et on a choisi pour remonter les murs, pour éviter de la maçonnerie, le liège, qui est le matériau le plus léger. Alors, si vous avez vu Lycée Dano, Clément et François, ils ont dû vous présenter le projet qu'ils ont fait à Montpellier, où on en a discuté, en fait, ce qui est lié. Voilà.
et donc l'idée de ce liège, c'était vraiment le matériau le plus léger. Et nous-mêmes, en fait, c'est inspiré. Au début, on voulait faire une dalle en béton, mais pour comprimer le liège. Mais la statique et les efforts, c'était impossible, parce qu'en fait, le liège serait déformé dans tous les sens. Donc à un moment, on a été pragmatique, on est revenu, on a dit non, on ne va pas être bête. On a ce plan qui est très clair, le mur en pierre, 4 poteaux qui définissent un plan carré, une baie qui cale le paysage, une porte qui permet avec quelques marches d'anéantir le seuil. Donc on n'est pas dans un seuil parce qu'on s'élève. Donc le fait de s'élever au moment où on pénètre, on est acteur. Et du coup, on vit assez différemment l'espace. Ça fait 19 mètres carrés, donc c'est tout petit, hein. C'est une petite cabane. Je vais essayer d'aller dans le bon sens. Et dessus, on a mis un pauvre bac acier, tout simple, léger, pour le finir et le livrer à temps avant l'automne. Voilà ce projet qui est très modeste. Maintenant, on a une boutade, on a d'autres clés à réparer. C'était d'anciens séchoirs à châtaignes. Et en fait, ma famille, on en a 4 ou 5 pour essayer d'éviter que ça tombe en ruine et d'inscrire comme ça une préservation de ce paysage construit, paysage habité, qui était le paysage Cévenol. Je passe au deuxième projet, donc, qui est le centre éducatif fermé pour des jeunes à Marseille. Pareil, ce triptyque d'images, d'iconographie qui nous réunit à chaque fois, qui essaye de situer un corpus. Tantôt, ces éléments tantôt viennent dès la conception, en amont des premiers croquis. Parfois, ils viennent après. Parfois, ils viennent pendant. Il n'y a pas de règle. Mais on essaye que ces 3 images, à chaque fois, racontent un petit bout du projet. Le site, on est sur les quartiers nord de Marseille, dans le 13e arrondissement. Ça a son petite importance, en fait. Il y a les municipales et pendant les études, cet arrondissement passe au FN. C'est un détail, mais vous verrez que ce n'est pas tout à fait un détail par la suite. On est donc dans un tissu de grands ensembles et le ministère de la Justice a un très grand domaine ici. Ils ont toute cette propriété-là qui s'appelle le domaine des Chutes-la-Vie, qui va jusqu'au terrain de foot en bas, et qui est une enclave entre 2 cités. Une cité qui est ici, une copropriété ici, et une autre cité qui est ici, autour du DOM et du conseil départemental. Donc le site est assez beau, c'est un ancien site d'horticulture, et il demande, mais le problème c'est qu'il n'est pas non plus très bon, parce que c'est des terres, c'est des remblais, et donc du coup il faut aller fonder. Le programme demandait de se mettre plutôt en bas, et là où il y avait 3,50 m à 4 mètres à creuser ou à faire des pieux pour aller chercher le bon sol. Donc on a assez vite dit qu'on allait un peu déroger ou tordre le programme. C'était une époque où les programmes sur lesquels on travaillait, c'était ce sujet, c'était en quoi c'était vous avez compris, le premier projet, c'était une chance, on avait du temps. Ce deuxième projet, on a un maître d'ouvrage qu'on connaît. En fait, mon père avait travaillé avec la DRPJJ à plusieurs reprises et connaissait assez bien comment fonctionnaient ces centres éducatifs fermés. Et du coup, on a retourné le programme qui prévoyait en fait un bâtiment à cloître pour faire un bâtiment ouvert. Et contrairement à ce que son nom l'indique, on s'est dit on va faire un centre éducatif fermé, mais ouvert sur le paysage, ouvert sur l'horizon, sur la mer et la bonne mer. Et du coup, on a fait un principe assez simple. On a aligné les éléments de programme qui sont je reviendrai après. Une administration, des classes d'enseignement, des unités, une cuisine, un réfectoire et des garages pour les sorties pédagogiques, et 13 chambres. On a associé donc ces éléments pour former 2 ailes qui s'imbriquent et qui vont coulisser pour fabriquer une circulation généreuse qui va projeter vers l'extérieur. Donc cette attention à ouvrir un système et l'ouvrir sur un verger
qu'on avait dessiné avec Martel et Michel, avec des paysagistes avec qui on travaille depuis 2012 et depuis la fameuse crèche chez Cab. Et en fait, on avait redessiné un verger dans le site. Et on avait mis la clôture en dessous d'un talus, en pied de talus, pour ce qu'elle s'efface et que quand on est dans la cour, on a un paysage ouvert sur l'horizon. Et le bâtiment assis sur un petit socle, un banc qui regarde le terrain de foot pour que les jeunes jouent. La matérialité, elle est simple. En fait, on est à Marseille, la rue de la République, elle est faite avec la pierre d'Estaillade. Le programme, il exige une forme de sobriété, d'épurer les choses. On a ces 4 tours qui nous surplombent, qui sont toutes en pierre d'Estaillade. Donc du coup, très vite dans la conception, on s'est dit on va faire un bâtiment qui va renvoyer au cloître, à toute cette culture méditerranéenne, un peu religieuse, un peu monacale. On va faire des chambres, des lieux un peu austères, en béton brut à l'intérieur, pour résister à tous les coups, à la violence de la vie, des colères de ces jeunes, qui peuvent être énormes, et en même temps avoir une douceur à l'extérieur avec la pierre. Et en fait, ça supporte assez bien, parce que la pierre, elle n'a pas connu de graffiti, alors que les bâtiments en enduit ou en béton sont tagués. Et à l'intérieur, ils sont contrôlés, surveillés, plutôt surveillés que contrôlés. Et du coup, il n'y a pas de graffiti et ça vit assez bien. Et surtout, ce béton, vous le verrez, il est matricé avec des planches. Donc, on a fait un travail important. Le temps, on a eu du temps. Pourquoi ? On a eu du temps pour travailler ce plan, pour travailler l'intérieur, pour travailler la lumière. Parce qu'en fait, quand on a déposé le permis, la mairie FN s'est opposée au permis. Et donc, du coup, pendant 1 an, notre permis était bloqué. En attendant que ça remonte jusqu'en préfecture, puis au ministère, et que le ministère, comme c'était un projet d'État, revienne et dise non, mais en fait, on va surseoir à l'avis du maire d'arrondissement. Et donc, du coup, vous pouvez avancer. Donc, le permis, on a mis 1 an à l'attendre. Et le fait d'avoir ce temps volé, ce temps pris, c'est du temps qu'on s'est offert pour travailler sur le projet, ça permet de mûrir les choses, ça permet d'aller plus loin dans les questions et de poser des principes, des systèmes, de réfléchir à des préoccupations. Et donc, du coup, on a profité de tout ce temps pour réfléchir sur la lumière, quelle qualité de lumière, quelle qualité à ce dispositif. Par exemple, on avait dès le début, on avait cette grande poutre, et en fait, cette grande poutre, c'est un aqueduc pour porter tous les réseaux. On a pu rentrer dans le dessin et choisir tous les détails, dessiner le mobilier qui était intégré. Donc, il faut des mobiliers qui ne puissent pas être arrachés, les systèmes de protection des détecteurs incendie. Je reviens sur la photo à l'arrière. Intégrer tous les luminaires pour supprimer tous les petits appareils. En fait, quand vous regardez des faux plafonds, souvent c'est un peu le bazar. Faire qu'un plafond soit lisse, là on a dû le faire parce que c'était une exigence programmatique. Et donc se poser la question de quelle stratégie on fait pour que ça respecte la norme et en même temps pour que ça réponde au programme et que ça ne fasse pas des sollicitations qui vont demain permettre au bâtiment de s'ouvrir pour que les jeunes s'enfuient. Et en même temps, s'ils s'enfuient, c'est leur propre responsabilité. Donc le bâtiment, il n'est pas fait, c'est pas une prison, il n'est pas fait pour empêcher l'effraction, il est fait plutôt pour empêcher l'intrusion. Mais faire que les jeunes soient le moins tentés possible non plus de s'échapper. Du coup, le plan s'ouvre parfois sur l'extérieur, donc projette sur des espaces qui vont être à l'extérieur. Tantôt vont nous ramener à l'intérieur, avec des positions de fenêtres qui vont tantôt scander, comme chez Barragan dans la maison Gilardi, scander la lumière, ou alors à l'inverse, on va mettre tantôt les vitrages en retrait, au fond, au nu extérieur, pour au contraire projeter sur un patio et pouvoir retrouver des situations de U pincées comme on a au pavillon Sergio Ramos de Álvaro Siza à Porto, c'est le pavillon des 2e années. Et on retrouve donc ce porche qui est très important en fait, dans la vie des jeunes, qui est l'endroit où ils se retrouvent. Ils passent 80% de leur temps en fait, ici. C'est assez impressionnant le temps qu'ils passent sous ce porche. Et voilà. Le principe constructif, il est très simple. C'est un double mur en béton avec un mur manteau, 18 à 20 cm d'isolation, une ITE, et des pierres agrafées, un mur autoporteur de 13 cm qui sont en fait contreventées par des petites épingles d'inox. Et
le programme demandait encore une fois d'avoir des toitures. Et cette question du toit, c'est marrant parce que c'est devenu vraiment une préoccupation. Parce que aujourd'hui, je nourris un projet de thèse un petit peu sur ça. Donc, parce qu'en fait, à l'époque, c'était le début des garde-corps sur tous les toits, terrasses. Et du coup, c'était un problème. Et en même temps, les programmes des EPC et des CEF disaient il faut des toits en pente pour pas que les jeunes puissent stationner confortablement sur les toits ou se cachent et puissent nous balancer les graviers ou les cailloux sur les éducateurs qui sont en bas. Donc, ils voulaient des toits en pente. Du coup, on a dessiné le toit pour que ça soit un ouvrage, pour que ça soit intégré, parce qu'il y a une cohérence énorme. On a quand même 4 tours, on a des centaines de logements qui plongent dessus. Donc, ça nous a amené à dessiner ce détail de toiture. Le troisième projet, donc, la base Force 06 à Levins. Alors, la Force 06, juste pour dire ce que c'est en fait, le département des Alpes-Maritimes est un département soumis à énormément de risques naturels, puisque c'est la zone la plus sismique de France. La question n'est pas de y aura-t-il un tremblement de terre, c'est quand va-t-il arriver. Il y a des éboulements et des coulées de boue à peu près tous les 2 ans qui coupent, voire tous les ans, qui coupent les routes de l'arrière-pays niçois et qui isolent pendant plusieurs semaines des villages entiers. On a des incendies qui arrivent tous les étés, qui sont à peu près contrôlés, mais parce qu'il y a un travail de prévention énorme. Il y a un risque inondation qui est très fort à l'automne. Donc, tous les risques naturels sont là et sont en présence sur le territoire. Du coup, le département s'est doté d'une force qui est un petit peu à mi-chemin entre les pompiers et la sécurité civile, si on devait le résumer, mais qui prépare le territoire, l'équipe, l'entretien et est opérationnel en renfort aux pompiers et à la sécurité civile pour intervenir en cas de problème. On est à Levins, donc c'est l'un des villages perchés de la haute plaine du Var. Le vieux village est ici. On est dans une combe, le long du chemin de la Kumba. Tiens, encore un clin d'œil. Pendant les 6 premières années, on a construit uniquement sur des sites qui s'appelaient condamines, qui revient à peu près à la même chose. Et pendant 3 ans ou 4 ans, on va souvent construire sur des chemins qui s'appellent Kumba, Combe. Voilà. Et donc, ce projet en fait partie de cette petite série. Donc, chemin de la Kumba, on fait cette caserne de pompiers en 2015. Enfin bon, je l'avais appelé caserne de pompiers pour simplifier, la base Force 06 si vous préférez. Et sur un site que le département achète à la commune. En contrebas, on est dominé par le village qui est classé et qui surplombe, qui a une belle vue sur tout un tas de petits équipements. Ici, on a la caserne des pompiers. Là, on a la station d'épuration. Là-bas, on a la déchetterie. Et là, on a l'actuelle base 06. Le site est contraint, très étroit. On est au pied d'un énorme éboulis qui vient, en fait, tout ce qui est au-dessus, entre le village et nous, c'est un très grand éboulis en cailloux. Et on est le long d'un chemin forestier qui va desservir 3 maisons et qui appartient à Nice Métropole. Il y a des grands conflits, c'est très compliqué entre Nice Métropole et le département. Vous avez sans doute entendu parler d'Estrosi et de M. Ciotti. On est en plein dans une guerre de coq et de rivalité entre ces 2 personnalités-là. Donc, vous verrez, ça a son importance. En 2015, le concours est lancé et notre proposition l'emporte avec quelque chose qui est, en fait, qui est très fonctionnaliste. On fait une grande cour sur le point d'entrée qui était demandé dans le programme. On fait un bâtiment avec un portique en métal et un portique en métal, des travées pour ranger les camions. Et ici, vous avez les vestiaires, les rangements, des rangements, un escalier, le chemin d'accès, le bureau du mécanicien et des locaux techniques. Et au-dessus, les bureaux pour l'administration. Donc, et on fabrique un lien. La petite idée quand même, là où on s'arrête, on ne fait pas qu'une réponse très pragmatique. On s'est dit on va fabriquer un lien avec des pompiers. C'est quand même des camarades, ils travaillent ensemble, ils ont l'habitude de dialoguer. Puisqu'on nous demande de faire un bâtiment qui va leur tourner le dos,
on va faire une petite politesse, on fait un escalier, et ici, on fait une passerelle. Cette passerelle qui sera l'entrée, en fait, au programme, du programme. Donc, voilà un petit schéma qui résume le principe constructif, qu'on a voulu assez simple, on va dire le plus simple possible, le plus économique, pour maîtriser les coûts et tenir dans le budget. Un mur qui soutient la route, qui nous protège, la station-service avec l'aire de lavage, et le métal, c'est moins cher que le bois, parce qu'on n'a pas ou peu de charpentiers de filière bois dans les Alpes-Maritimes. Du béton, parce que le béton, ils savent bien faire, et on va juste travailler à faire que le béton il soit beau et que la charpente elle soit soignée. Le béton, on s'est dit, on va essayer de raisonner, on va faire un béton cyclopéen qui va rentrer en résonance avec les boulis qui est à côté, et on prendra les pierres dans les boulis. Bon, on avance, les études démarrent, et là, pas d'apparam. En fait, la mairie a oublié de dire au département que le site, c'est l'ancienne station d'épuration. Donc, en fait, sous notre bâtiment, on a des citernes, des cuves, de la pollution et tout le tintouin. Du coup, on commence à recevoir les estimations de dépollution, le département qui nous dit bon, à ce prix-là, en fait, on va arrêter. On nous dit qu'en fait, on comprend qu'on a été choisi contre l'avis du maître d'ouvrage, que personne n'avait envie de nous avoir et qu'on avait été un peu imposé et que ça serait bien si le projet s'arrêtait. Un peu têtu, un peu combatif, on dit non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ma femme qui est maître d'ouvrage me donne les coordonnées d'un monsieur très intéressant qui nous dit non mais en fait c'est très simple, si vous prenez les terres qui sont à tel endroit sous le bâtiment, que vous les mettez sous le parking, vous n'avez pas besoin de les envoyer en décharge, vous allez économiser 400 000 euros et ça va coûter tant et ça va permettre de pouvoir faire sortir le projet. Du coup, on dit, bon, top, on va voir le maître d'ouvrage, on lui explique ça, il fait, oui, bon, pourquoi pas. Mais ce n'est pas simple. Derrière, s'ensuit un débat avec le géotechnicien. Toujours regarder les notices géotechniques quand on démarre un projet. C'est à ce moment-là qu'il faut le regarder. Ce n'est pas quand j'ai le projet qu'on regarde la notice géotechnique, rapport au sol. On commence par regarder la notice géotechnique parce qu'on apprend plein de choses. Et vous allez en plus comprendre pourquoi on apprend plein de choses sur l'autre projet. Sur celui-ci, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que donc, le sol il a une portance pourrie. Mais bon, on pourrait faire des inclusions rigides. Des inclusions rigides, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est renforcer le sol pour faire que la superficie du sol porte un peu mieux. On va voir le maître d'ouvrage, on leur dit, bon, vous pourrez gagner plusieurs centaines de milliers d'euros si jamais on faisait des inclusions rigides dans le sol. Le maître d'ouvrage dit, ah, bonne idée. Il se retourne vers son géotechnicien. Qu'en dit le géotechnicien? Le géotechnicien dit, ah non, c'est hors de question, c'est pas possible. Le maître d'ouvrage dit, voyez, il a dit que c'était pas possible, donc c'est pas possible. On va chercher un autre géotechnicien qui écrit que c'est possible. Après notre ingénieur, le maître d'ouvrage dit non, mais si notre géotechnicien avec qui on travaille tout le temps vous dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Donc on comprend que c'est pas possible. Donc on est gentil, on est jeune, on dit ok, on avance. Le chantier avance, on construit, on démarre les constructions. Et là on nous dit quoi? On nous dit bon, en fait vous êtes gentil, mais les berlinoises que vous avez décrites, elles sont pas décrites. Comment ça, elles ne sont pas décrites? Mais si, c'est décrit. Non, elles ne sont pas décrites. Puis si vous voulez, on va faire un mémoire en réclamation et vous verrez bien de qui, de vous ou de nous, a raison avec le maître d'ouvrage. Qu'est-ce que vous voulez dire? On verra. OK. Entre-temps, j'ai oublié de dire qu'entre le moment où on avait eu les premiers échanges sur les pollutions, sur la géotechnique, il s'était passé 3 ans. 3 ans pendant lesquels le maître d'ouvrage il prend le dossier, il fait « Ah, il est très bien votre DCE, merci. On le lancera quand on aura le temps. » Il lance une année en disant « Bon, on va le lancer. » Moi, j'appelle des entreprises, on me dit « Département, j'y vais pas. » Comment ça, le département, j'y vais pas? Non, c'est compliqué, on va pas répondre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, au bout d'un moment, on se lasse. On dit bon, ils auront les offres qu'ils auront, hein, parce que moi, quand j'appelle des gens que je connais, ils me disent qu'ils ne veulent pas répondre, c'est qu'ils doivent avoir l'habitude de travailler avec les gens avec qui ils veulent travailler. On ouvre les plis, pas d'offre. Pas une offre trop chère, pas d'offre.
Du coup, on se dit, bon, c'est que personne ne veut travailler. Donc on attend. Encore un an. L'horloge tourne. Et puis, ça démarre. Un an plus tard, on relance, et là, enfin, ouf. Et là arrive le VRD, avec qui travaille toujours le département. Une très bonne entreprise. Et cette très bonne entreprise, une semaine après le démarrage, dit, en fait, vous voyez ce mur-là ? Mais en fait, il n'est pas prévu. Comment ça, il n'est pas prévu ? Non, mais en fait, le mur, il y est. Mais le problème, c'est que pour tenir les terres, parce que ça tient la route qui est derrière, qui appartient à la métropole, il n'est pas prévu. Si, dans le CCTP, c'est écrit, y compris tenue des terres provisoires, terrassement par passe, terrassement en touche de piano, etc., etc. Regardez, alinéa. Non. Et c'est là où il nous sort. Vous voulez qu'on parte en mémoire en réclamation ? On a compris qu'en fait, on est des tout petits nains, que ça fait 5 ans que le dossier traîne, qu'il ne faut pas qu'on cherche à rentrer en confrontation avec le maître d'ouvrage, parce que sinon, ils nous sortiront et qu'ils trouveront bien quelqu'un d'autre pour finir le chantier à notre place. Donc nous, on noie le poisson, on fait bon, très bien, si le maître d'ouvrage veut, faites comme le maître d'ouvrage veut. Et ils envoient leur facture, que le maître d'ouvrage validera sans aucun problème. Bon, on a essayé un peu de défendre le truc pour essayer de dire sauver l'honneur, quoi. Bref, quelques centaines de milliers d'euros plus tard, et des mois sont passés, on démarre le bâtiment. La machine arrive, l'entreprise repropose de faire des inclusions rigides, elle vient avec son géotechnicien qui s'assoit autour de la table, réunion, met des inclusions rigides, vous gagnerez de l'argent. Non, c'est pas possible. Ah, bon, donc on va rester comme ça, avec des pieux. On avance. Et le chantier sort. Plutôt bien. Avec une entreprise générale que connaissait bien le département, des Portugais qui font fabriquer la charpente en totalité au Portugal, qui nous la ramènent, qui la livrent, c'est plutôt beau, c'est bien assemblé, les détails avec des T, on a évité les goussets, avec tout en profil reconstitué en PRS, en profil d'acier reconstitué, arrivent, ils sont beaux, ils sont bien laqués, la menuiserie, ça sort propre, on est content, on a un bel escalier, et arrive notre belle passerelle qui vient dialoguer avec quelque chose de très fin, le platelage en acacia, en robinier, où personne ne comprenait, mais ça serait mieux, on pourrait mettre d'autres choses que du robinier. Mais non, le robinier, c'est bien, c'est une essence. En Europe, il y en a. Et tout. Puis le béton bouchardé, cette façade qui venait en dialogue. Cette façade qui a été un véritable effort, parce qu'en fait, pour la faire, on s'était dit, nous, on va faire un truc simple, on va faire un peu à l'ancienne, des banches sautantes d'1 mètre qui vont monter, jeter les pierres, piquer, laver. En fait, non. On est en zone sismique 4, ça a été une usine à gaz. On a deux treillis soudés, 2 TS. J'ai essayé de ne pas parler en acronyme parce que j'ai un peu trop l'habitude. On a deux rampes de treillis soudés, un qui est uniquement là pour accrocher les pierres de façade. On voulait prendre des pierres des boulis d'à côté, mais en fait, pas le droit. Il faut prendre des pierres d'une carrière, pas très loin, mais d'une carrière. OK, on les ligature, on sable, on boucharde, on éclate, on fait tous nos beaux détails, on y arrive. Et puis le résultat est bien, mais beaucoup d'énergie. Moralité, c'est pas toujours simple. Et surtout, entre 2015, on gagne le concours, et 2021, ce dossier, on était tout content, il devait être super rentable. En fait, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et on a passé beaucoup de temps à attendre que des gens décident des choses qu'on n'a pas compris ou qu'on comprend, mais en lisant entre les lignes, je ne sais pas si on comprend bien, mais en tout cas, on n'est pas très intelligent par rapport aux gens qui décident. Du coup, face à cette difficulté, on a changé de décision, changé d'orientation. En 2011, quand on a créé l'atelier, on s'était dit, on va pour l'instant s'attaquer principalement à des projets de commande publique, parce que c'est un cadre un peu commande publique ou logement social, mais commande publique ou logement social, pas de promotion. Et en 2000, j'en parlais tout à l'heure à Nathan, en fait, c'est un peu avant le Vince,
J'ai déménagé de Grenoble pour rejoindre Sophie et Pierre à Nice. On a eu une période où on était les 3 dans la même ville. On a dû licencier tous nos salariés. On a failli plier boutique. On a passé 1 an à serrer la ceinture, sans salaire, sans rien. Pas tout à fait 1 an, mais presque 1 an. Et à bosser. Et entre autres, on a ces moments où on a fait le concours de Levins. Puis, fort de ça, on gagne Levins, mais c'est quand même compliqué. Et puis on est 3. On se dit, on va aller voir des promoteurs. Du coup, on travaille à l'époque avec des bailleurs sociaux, puis on se dit on va aller voir des promoteurs. Pierre, qui adore le logement, qui est passé chez Clément Vergelli, a vraiment la question du logement chevillée au corps. Et du coup, on sort un nombre mais hallucinant de faisabilité pour des promoteurs sur la région de Nice. Et l'une de ces jolies petites faisas, sur un site de colline au-dessus de l'hôpital de l'Archer, et sur la colline de Belley, en fait, le site de Nice est assez beau. En fait, vous avez la baie des Anges et vous avez tout un tas de doigts, en fait, qui sont des restes de moraine. Donc, c'est du sol en poudingue. Le poudingue, c'est un sol formidable. C'est en fait donc des sols hyper hétérogènes. Vous avez à la fois des argiles, des sables très fins et des graviers, des galets, des cailloutiers. Donc, une hétérogénéité énorme du sol. Et vous pouvez tailler dedans à 1 pour 1, vertical, même mieux encore que 1 pour 1. Et en fait, ça se tient debout. Donc ça, c'est génial. Vous avez ces vallons qui vont fabriquer des géographies avec des vues et des horizons magnifiques. Et sur l'une de ces crêtes, un particulier, qui est marchand de biens par ailleurs, vend à ICAD un petit terrain sur lequel on développe une faisabilité pour 18 logements, où on vient par une voie et puis hop, on vient se glisser derrière pour caler un parking. Le bâtiment fait 16,50 mètres de large, donc pile poil une tram parking. Bim, c'est simple, traversant, mais un vrai traversant. Des épines en béton qui sont en lien avec ce beau projet de Pouillon en Algérie. Je ne sais pas si vous connaissez. Forcément, je pense qu'on a dû penser à la Villa Arson parce que c'est un truc qui nous hante quand on est à Nice. Magnifique projet. L'école des Beaux-Arts. Et donc, on dessine ce bâtiment. Pourquoi un vrai traversant? Quand on est à Nice, on a la chance de pouvoir faire des belles coursives. Ça permet de faire des systèmes rentables pour les promoteurs qui leur plaisent bien. Parce qu'il y a un ascenseur, une cage d'escalier, et on fait 5-6 logements par niveau. Ça marche bien. C'est bon. Là, il y en a 9. Non, il y en a, parce qu'il y a 3 niveaux, il y en a 6. Du coup, il y a 6 logements par niveau, la coursive, mais on fait un vrai patio. On fait plutôt une cour. Et un système de passerelle qui va rentrer, où on rentre dans les épines et on dessert 2 logements à chaque fois. Un sas, ça dessert 2 logements. Et ces épines, ça fait des celliers. Du coup, vous rentrez par cette coursive, un logement traversant, et vous allez voir qu'il fait, il y a plein de manières de l'habiter. 2 chambres, une sur l'intérieur, une sur l'extérieur, la vue, un cellier à chaque fois, et un deuxième cellier pour les logements les plus chanceux. Ce projet se fait sans nous, enfin bon, se fait avec nous, on dessine tout. Ce que je veux dire, c'est que le chantier se fait sans nous. Ma langue a fourché. Donc, pour nous, c'est en ça où c'est une nouvelle aventure. C'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on signe un projet où on sait qu'on ne va pas faire le chantier. Et pour nous, ce n'est pas facile. Du coup, Pierre met en place une stratégie de tout définir, tout dessiner, tout simple, tout basique, comme ils aiment. Mais juste ça, on va essayer de faire ça pour pas qu'ils puissent se planter. Donc le plus simple possible. Et du coup, ce bâtiment, il est sorti sans nous. La serrurerie, c'était des tubes en alu qui sont du commerce. Bon, c'est un garde-corps du commerce. Les menuiseries, elles font toutes de 10. Enfin, bon, tout est dans la rigueur du plan. Et un principe simple qui va pouvoir être tenu, c'est la qualité du dispositif de logement, la qualité du dispositif de distribution. Et après, quelques visites quand le chantier est fermé, pour contrôler,
mais rien de plus. Et puis en dehors des grillades, des grillages. Non, des grillades. Je plaisante, excusez-moi, ma langue a fourché. En dehors du grillage. Donc, non, ça a été... Et en fait, on est très content. Parce qu'avec ce système-là, le projet a résisté. Ça a tenu. Et en même temps, c'est en ça où pour nous, ça renvoie à cette question de construire moins mais mieux. Ça a montré qu'on n'est pas indispensable, qu'on peut s'effacer. Quand le dispositif est assez clair, le système peut être tenu par d'autres que par nous. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon où on a grandi. Parce qu'on a tendance, dans nos premiers bâtiments, à tout contrôler. Et il y a l'erreur de la main de l'artisan qui fait, mais il y a aussi le fait qu'on est dans un système plus grand et qu'on doit construire avec d'autres, et dans un système élargi, et qu'on ne peut pas être décisionnaire de tout. Donc ça nous a appris à lâcher prise, à confier le bébé, mais sans le perdre comme un enfant qui s'éloigne, qui grandit, qui va à la fac. On le surveille, mais il n'est plus tout le temps là. On n'est plus le chef cuisinier qui a la marmite sur le feu et qui contrôle tout. Par contre, pour que ça marche, il faut que les structures et la base soient solides. Juste, cette opération, je crois que, Nathan, tu le confirmeras, parce que Pierre a dû t'en parler, mais en fait, je crois que tous les apparts, c'est les mecs de l'agence d'ICAD à Nice qui ont acheté. Et ils laissé quasiment aucun lot partir, en fait. Ils ont tous investi dedans parce qu'en fait, ils trouvaient super bien le système, les dispositifs flexibles. Alors, pas forcément pour eux, en propre, certains en investissement locatif, mais ils sont tous sautés dessus parce que le côté derrière, j'ai la coursive qui me protège des vis-à-vis de la crête et des villas, et l'autre côté, je suis ouvert. Les chambres, donc il y a tout un tas de combinaisons possibles sur l'agencement, mais vous l'avez vu, vous savez lire des plans. Voilà. Le balcon qui est tout simple, avec le balcon de dessus qui est en retrait, mais les épines qui s'avancent, qui font qu'à chaque fois je suis dans l'intimité, je cadre et je souligne le grand paysage. Ça, c'est un truc à Nice, on est convaincu en fait. Quand on habite l'horizon, l'horizontale, c'est magnifique. Derrière, devant, donc ça c'est l'arrière sur les villas. Dernier projet, encore 10-15 minutes, c'est bon. Alors, c'est un projet un peu manifeste pour l'atelier. Crise Covid, encore du temps du coup, aller en creux. Confinement, on est à la maison, et tous à la maison, mais on a du temps. Parce que ça, c'est quand même la grande leçon. Et moi, ce que je disais aux étudiants que j'encadrais en HMO, c'est quelle stratégie votre agence met-elle en place pour voler du temps pour le projet? Parce qu'en fait, je pense que si vous voulez faire de l'architecture, la question, elle est là, c'est où vous trouvez le temps pour faire du projet. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Du coup, dans Construire moins pour construire mieux, il y a forcément cette question-là. Charleval, petit village de Provence, on trouve dans un petit atlas, on a une bible à l'agence, c'est l'atlas des architectures vernaculaires. Il y en a une par région, et où dedans il recense un petit peu tous les principes constructifs de chacune des régions. Et celui de Provence a un petit article sur Charleval. Quand on monte l'appel d'offres, quand on monte l'équipe, on appelle Michel Augereau. Michel Augereau, c'est un type un peu... C'est un géo trouve-tout. Vous voyez le mec dans Picsou? C'est le même. Un génie, mais fou, il faut le suivre. Tous mes collègues qui bossent avec lui disent « j'en peux plus ». Mais en même temps, c'est ça qui est bien. Donc, ce mec très sympathique, incroyable et un peu fou, on s'entend bien, et pendant 5 ans à Nice, on essayait de trouver pendant 4 ans avant Charleval, on essayait de trouver des projets pour bosser ensemble. Parce que, sentant que Charleval, il y avait de la terre, on s'était dit, il n'y a pas de la terre, il y a la tapis. La tapis, c'est-à-dire taper, piser en provençal. Donc, on s'est dit, on va faire un dispositif où on va taper. Du coup, Charleval, c'est une bastide dans la vallée de la Durance, non loin de Rognes. Rognes, c'est important parce que c'est là où il y a la pierre qui
qui a permis de la fabrication de tout le centre-ville d'Aix. Aujourd'hui, on utilise la pierre de Vers, mais à l'historique, la pierre d'Aix vient de Rognes. Ce site-là, donc, est juste à côté. Il y a en fait de nouveau un pudding, en fait, des matériaux qui sont charriés de la vallée de la Durance, qui sont d'une hétérogénéité magnifique. On retrouve les mêmes qualités que dans le pudding de l'arrière-pays niçois. Et notre ami Michel avait fabriqué une opération de logement en béton, en terre coulée, en béton de terre non armé. Et à Charleval, cette bastide a un plan régulier, magnifique, très réglé, du XVIIe siècle, avec une petite interruption, cette diagonale, la route qui va entre la Roque d'Enterron et Lambesc. Lambesc, tremblement de terre, 1909. Donc, à Lambesc, pas mal de maisons en maçonnerie de pierre sont tombées, celles en tapis sont restées debout. Par chance, le maire, en fait, c'était le maître d'ouvrage qui avait construit le métro de Marseille. Et il savait très bien que son village était tout en tapis et il rêvait de reconstruire, de donner un symbole pour reconstruire un tapis dans le village. Donc, à la candidature, il nous voit. Au concours, il nous retient parce qu'on est en terre et on avance. Sauf qu'en avance, on est un peu fou, parce qu'en fait, on n'a pas d'avis technique, on n'a rien, on a Filiater, ce Géo trouve tout, on a ce BE qui fait la thermique et qui fait la structure. Pourquoi on est fou ? Parce qu'en fait, on va développer un projet qui est très sage. En fait, on a écouté le site. Je vous dirai après pourquoi on est fou. On a fait un projet qui écoute le site. Il y avait une maison existante, on l'a respectée. On fait des arcades parce qu'en fait, dans le village, il y a des arcades partout. Donc, en fait, on n'a rien inventé. Ça, c'est notre façade nord et ça, c'est toutes les photos des façades de la rue dans laquelle on est. On fait une double hauteur parce que la maison d'à côté, c'est une maison d'un ingénieur qui a fait une double hauteur avec ce grand porche qu'on a adoré. On n'aurait pas été avec Filiater, je crois qu'à la visite, j'aurais essayé de dialoguer avec ça. Mais comme on est avec Filiater, on s'est dit on va dialoguer avec la Terre. Du coup, on dessine ce bâtiment-là qui vient juste à côté de cette petite maison. On a respecté le programme, on n'a pas fait de folie, on a juste essayé de faire des beaux espaces et de bien agencer le programme. Parce que souvent, ça c'était une autre leçon, quand on était jeune, on ne respectait jamais le programme. Ça gagnait sur les petits concours, mais dès qu'on est passé sur des peu plus gros sujets, on se faisait à chaque fois sortir parce qu'on faisait n'importe quoi. Et que les gens qui avaient réfléchi à leur programme, ils n'aimaient pas qu'on leur dise non, mais en fait, vous n'avez pas posé la question de la bonne manière. Donc, on a dit on va être sage. Parce qu'on en avait marre de perdre. Ça faisait 14 concours qu'on perdait. On s'est dit soyons raisonnables, enfin, revenons à la raison. Du coup, tu m'as dit d'ouvrir le capot, je dis même des choses pas. Voilà. Du coup, on avance avec ce projet un petit peu assez simple. Et il y avait une demande qui était saugrenue, qui était de conserver un mur en pierre de rogne, maçonné, ourdé, qui avait un intérêt toutefois pittoresque, mais pas plus que ça, quoi. Donc on l'a gardé. Et puis sur ce mur pittoresque, on a posé un effort. On a posé une terrasse en béton armé pour le chien. C'est le seul effort du projet et c'est surtout le seul moment où on est en béton armé. Et c'est le seul moment où on met de l'acier dans le bâtiment. Parce qu'en fait, l'idée du projet qui est sous-tendue, on s'est dit on va faire le premier ERP en terre porteuse non armée, non ferraillée et en terre recyclée du site. Voilà. Parce que la terre, en ce moment, tout le monde en parle, mais la question, c'est comment on arrive à faire un bilan carbone et on arrive à construire avec la terre d'ici, maintenant, sans assistance, sans faire que la structure soit autre chose que la terre et pas des poteaux en bois. Parce que vous avez reconnu forcément l'orangerie de Vergély, je l'ai dit, Pierre est passé là-bas, il y a des liens, je ne me cacherai pas. Soyons pas naïfs. Mais ce petit effort, c'était quoi ? C'est pour un chien, parce que la psychomote voulait un chien et que en fait, le programme tenait très très bien si on mettait les généralistes et le cabinet dentaire au rez-de-chaussée et tous les paramédicaux à l'étage. Donc il fallait un espace pour le chien. Du coup, on s'est dit, on va faire un porte-à-faux qui fera le signal d'entrée, le porche, c'est confortable,
la terrasse pour le chien que le chien puisse faire son petit tour. Et ça marquera et ça permettra de fabriquer la salle polyvalente en dessous. Dit comme ça a l'air un peu bébête et c'est un peu absurde. Les choses sont plus souvent savantes, articulées, conçues. Je le résume pour rigoler, pour se détendre, parce que ça fait bientôt 1 heure que je vous embête avec mes histoires, mais voilà. L'idée, elle est là. On a un mur en terre pour rappeler la terre. On a des murs en maçonnerie de pierre qui sont détachés du mur en terre pour ne pas transmettre d'effort. 2 poteaux en béton qui sont ici, qui viennent derrière, qui vont porter le grand porte-à-faux qui vient ici. Et un bâtiment en terre porteuse avec donc nos cabinets, l'accueil, la salle d'attente, un bel escalier. Et à l'étage, c'est de nouveau le plan du rez-de-chaussée. En fait, d'autres cabinets qui superposent, poum, 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 et 2 logements dans un logement PMR pour la mairie. On a eu de la chance parce que c'était une super mairie, parce que nous, on était un peu fous au concours, on avait dessiné ce croquis-là, ce mode constructif-là. Et en fait, on ne savait pas trop comment on allait faire. Filiataire avait il avait eu l'équivalent d'un ATEX. En fait, c'est avec Caliconsult. Sauf que Caliconsult, changement de direction technique, refuse de renouveler l'avis de... j'ai oublié l'acronyme. Encore un acronyme. Hein, non, mais ce n'est pas un ATEX, justement. C'est ça qui est particulier. En fait, c'est pas un avis de chantier. C'est quelque chose de vraiment pas connu. Et je le mange. Mais c'est pas, peu importe. En fait, ça revient un petit peu à un ATEX de type A, mais c'est encore... Parce qu'en fait, l'ATEX, il est valable avec n'importe quel... c'est un avis... c'est un ETN. En fait, c'est un dispositif technique qui est visé avec un seul contrôleur technique. Donc, Filiataire, Michel l'avait avec Caliconsult. Donc on a réussi le maître d'ouvrage par chance avec Caliconsult au moment où on a gagné. Donc on s'est dit top, sauf que Caliconsult nous dit ah non, on ne vous renouvelle pas l'ETN. Du coup, vous allez devoir faire un ATEX. Oui, mais un ATEX, c'est trop long, on ne l'aura pas dans le temps du projet. Ah bah débrouillez-vous. Du coup, on va voir le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage nous suit et dit allez, on change de contrôleur technique. On change de contrôleur technique. Du coup, on amène la PAV avec Laurent Dandre. Par chance, Laurent Dandre, le responsable, il est à Valence, c'est pas très loin. Il se descend, il se déplace, on le rencontre. Et il descend, on le remplace, on le rencontre. Et il valide tous les principes, toutes les hypothèses. Donc on avance en technique non courante. Donc le chantier, on le démarre avec 300 mètres cubes de terrassement du site qu'on extrait directement du site, qu'on amène... On était un petit peu à l'étroit, parce qu'on est en centre-bourg, qu'on amène dans une carrière à 2 km. On prend les matériaux, on les amène à 2 km pour partie. Une partie reste sur place et stockée devant. On fait tous les soubassements. L'idée, c'était de faire des soubassements en terre-pierre coulée. On fera des soubassements qu'en terre coulée, en armée, avec des énormes semelles de 80 cm de large. On fait le reste de la terre qui est un peu plus fine. Donc le dessus, on coule. Le dessous, on presse. On va faire des blocs de BTC, des blocs de terre comprimés, compactés, qu'on va presser avec un robot qui est transportable de chantier en chantier, donc qui a été amené sur le chantier. On va dire, le chantier là, c'était la carrière parce que le chantier était trop petit. Et on va presser des blocs à 200 tonnes qu'on va empiler comme de la pierre massive. Et le système est non ferraillé, non armé. Il est assisté. On en parlera. Du coup, pour ne pas déformer le système, puisqu'on travaille plutôt sur de la dissipation et de la souplesse, on a des planchers bois qui doivent être très légers, avec du coup des gros problèmes acoustiques. Donc on va traiter, parce qu'il ne faut pas que le plancher pèse plus de 350 kg au mètre carré, etc., etc. Du coup, on creuse ces grandes fondations, parce que le terrain plonge un peu, puis à côté, on a un voisin, donc on s'adapte.
Et on coule les refends en terre coulée. Du coup, vous voyez, ça c'était l'image concours, ça c'était le début du chantier. On a le béton en terre coulée. On va ressabler, poncer les intérieurs des arcades, parce qu'en fait, faire des arcades, c'est assez dur. Le coffrage, tenir le cintre sur le carré, c'est pas si simple. Et on a le plancher en bois qui vient fermer les diaphragmes ici, qui vont nous permettre de recouler l'étage au-dessus. Et en parallèle, on fait les façades. Ça, c'est les matériaux avec lesquels on va construire les façades. Donc ça, c'est des blocs sciés, qui sont pressés et sciés, pressés avec une force assez incroyable. Et on retrouve donc la double hauteur, les allèges, et ici, en fait, on retrouve des tirants. Il n'y a pas de ferraillage, mais on a des tirants. En fait, dites-vous que ce qu'on fait, c'est une réhabilitation. On ne fait pas du neuf. Parce que tout le monde sait justifier une réhabilitation, mais personne ne sait construire une réhabilitation. Donc on s'est dit, on va construire une réhabilitation, parce qu'on n'est pas des génies. Et le projet, c'est de construire une réhabilitation. Du coup, on prend la terre du site. C'est cette terre-là, vous voyez, il y a des cailloux qui font jusqu'à 10 cm. On la coule dans une bétonnière. Voilà. Du coup, le plan de calpinage, parce qu'on vient de la pierre, on a beaucoup construit en pierre. Du coup, ce qui est en rouge, c'est des chaînages, c'est coulé. Ce qui est en vert et en bleu, c'est des blocs. Scier, c'est compliqué. Ces blocs, ils sont fragiles, c'est de la terre. On a une résistance, on a une densité qui est supérieure à la pierre de Verre ou à la pierre de Rogne. On a une densité de 2,4. Et on vient de faire des tests à l'arrachement. On arrive à mettre des scellements chimiques jusqu'à 1,8. Donc ça va nous servir pour fixer certaines pièces de charpente. Sinon, toute la charpente est posée, toujours posée, pour travailler en effort de compression et en sollicitation horizontale. Éviter... Enfin, en horizontal, non. En vertical, le plus vertical possible. Justement, éviter les efforts horizontaux. Donc, justement, on n'a pas éviter les efforts d'arrachement. C'est pas terrible. Cette terre, elle est stabilisée. Parce qu'on est dans une logique, ce que je disais, pas de révolution. Petit pas par petit pas. Donc, oui, on est dégueulasse, on fout du ciment dans la terre. Mais on construit avec la terre du site. On ne fait pas déplacer des camions. On est en train de faire un chantier à Garon aujourd'hui avec du ciment bas carbone. On travaille et on prépare des projets avec de la chaux, mais chaque chose en son temps. Petit pas par petit pas, on avance. Soyons pas pressés. Je sais que c'est urgent, le climat, mais soyons pas trop pressés. Sinon, on ne fera rien. Du coup, les blocs, on les pose les uns après les autres. C'est long parce qu'en fait, il faut les marteler comme les blocs de pierre. 6 côtés. Clang, 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 clang. Mettre le mortier, 6 côtés, les baigner dans l'eau, les poser les uns après les autres. Les planchers, pareil, pas de métal, que d'aronde à la CNC, assemblé. Du coup, ça nous fait parler. Ici, on a une sablière qui est posée sur le mur. On a donc les pannes qui viennent entre sablière, muraillère. On retrouve tout ce langage de charpente et on est dans un véritable ouvrage de charpente et de charpentier avec du bois massif qui fissure, qui fend, des plafonds en volige qui vont venir orner le tout. Et malheureusement, on n'a pas le mobilier. Mais bon, on essaye de le vendre. Jeudi, j'ai rendez-vous avec la mairie pour faire une fiche de prescription pour prescrire. Mais c'est le prochain combat. Ils ont déjà rallongé un petit peu, dans la mesure du raisonnable. On est dans les seuils de tolérance. Donc, ils ont rallongé ce qu'ils pouvaient pour une petite commune. Mais c'était déraisonnable de faire tout le mobilier, mais on l'a quand même dessiné. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà pour deux belles photos un peu plus grands, on se rend un peu mieux compte. Là, ils nous ont décoffré la semaine dernière les arcades qu'ils ont dû reprendre parce qu'ils s'étaient trompés. La main qui fait se trompe, il faut refaire. Qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on ne refait pas? Sur 8 voiles au rez-de-chaussée, ils en ont refait 4. On s'est dit qu'on allait limiter, qu'on n'allait pas leur faire les façades. Ils ont piqué un petit peu, mais on acceptera de vivre avec des reprises de bétonnage. Voilà, j'ai fini pour ce propos. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a pas mal de sujets qui ont été abordés en fait cet après-midi par un bureau de contrôle, voilà, enfin, enseignant également, Jean-Pierre Schwartz. Donc les questions, les ATEX, les catégories d'ATEX, technicité courante, technicité non courante ont été abordées. Et je te remercie Mathieu pour avoir présenté des projets enfin, de très grande qualité avec beaucoup d'humour. Je ne savais pas que les chiens dessinaient des architectures, mais bon, c'est presque, c'est presque ça. Et j'ai été personnellement très, très impressionné, mais en particulier par le tout dernier projet que tu nous as montré. Parce qu'on se pose tous les questions, effectivement, du rapport enfin, comment construire maintenant, comment on va construire plus tard avec des bilans carbone voilà, qui sont plus faible, limitation aux matériaux industrialisés, au plastique, à l'acier, etc. Et là, bon, tu fais une démonstration quand même assez pertinente, mais surprenante, quoi. Enfin, je ne sais pas comment tu as fait pour embarquer tout le monde dans un projet, y compris les bureaux de contrôle, y compris le géo. Ouais, il faut les faire rigoler beaucoup parce que il n'y a aucune armature. Enfin, j'avais pas encore vu ça. Moi, j'ai tenté des expériences comme ça sans les réussir. Mais bon, on va parler de nous. Est-ce que, voilà, je reviens. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Question du temps. Ça te parle, ça, non? Alors, bonsoir. Merci beaucoup du coup pour votre intervention. Et vous aviez parlé de la question du prendre le temps et surtout comment voler du temps, vous disiez, pour mieux faire. Et j'aimerais savoir justement dans une agence, surtout à votre échelle, comment est-ce que, enfin par quels moyens vous donnez les moyens en fait de gagner, de trouver du temps pour mieux faire. Autant il y a eu des fois où c'était où les circonstances ont fait que, par exemple 2 ans d'attente pour des projets comme ça. Mais en temps normal, sur d'autres projets, comment vous faites? C'est la grande leçon, c'est qu'en fait, on ne choisit pas. Mais c'est un peu... Enfin, bon, moi, en fait, c'est en présentant que je me rends compte qu'on ne choisit pas, que c'est les hasards. Comme il y a des choses qui sont conscientes, il y a des choix qui sont construits, et il y a des choses qui sont des chances, qui sont... ça, alors, la chance attire la chance peut-être, mais en fait, Charleval, je dis oui, on a eu le temps parce qu'il y a eu le Covid. C'était pas une chance le Covid, mais en fait, c'est chacun comment on construit d'une contrainte. C'est toujours ça. La contrainte est une force si on sait la retourner. Donc c'est vraiment du sport. C'est en ça où c'est un sport de combat, de l'aïkido, quoi. C'est toujours voir la contrainte comme une opportunité. Donc voler le temps, la vérité c'est que la plupart du temps, ça marche pas en fait. Comme j'ai dit, on fait 14 concours, on les perd parce que soit on en parlait avec Nathan, on a fait un super beau projet en septembre et il avait tout pour gagner, mais on a été bête. On a été bête. Lors d'une réunion, on se dit attention, il faut traiter l'accessibilité PMR. On fait un beau bâtiment, on fait un Porsche. Et quand je suis arrivé à l'école, j'ai dit à Nathan, j'ai fait mais c'est pas pour rien. Un Porsche, en fait, une entrée perchée comme l'école de Saint-Étienne, quand on arrive là. Mais du coup, c'était pas accessible, PMR. Et dans une réunion, je dis à Pierre, il est trop beau ton projet, mais fais gaffe, c'est pas accessible. Et en fait, on s'est fait sortir en jury pour ça. Et après, ça, c'était en début de conception. Et après, tu passes tout le temps du projet, tu résous plein de trucs, on en parle, mais on ne revient pas sur cette question qu'on a dit, tu vois, la phrase idiote. Et donc, du coup, ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps de rechecker tout. Et du coup, en jury, le président dit « Ah, mais moi, je ne prendrai pas un projet qui n'est pas accessible, où un handicapé arrive, il se dit « Comment je rentre ?» Alors qu'en fait, c'était simple et on a voulu être économe, on a mis le projet un peu trop haut, alors qu'on pouvait avoir une entrée latérale et 4 marches devant. Et en fait, pour dire on va faire des économies parce que le bon sol il est à telle altitude et en dessous c'est que du caillou et on va devoir taper, et en fait, on a calé le bâtiment trop haut et on perd le concours. Alors qu'on aurait dû mettre le bâtiment plus bas et puis voir le problème financier après, pour les amener avec nous
Et là, je réponds à ta question. Pour les amener avec nous, il y a des moments où il faut faire simple et raconter une histoire simple, et il y a des moments où tu peux raconter des choses compliquées. Et en fait, c'est le temps de... La question, c'est quelle est la question à chaque moment donné? Qu'est-ce que ton client, qu'est-ce que le projet doit montrer à un moment donné? C'est pour ça que je parlais sur Charleval, il y a ces croquis de mode constructif qui racontent. On est convaincu à l'atelier que en fait, un projet, c'est un récit. Ça doit raconter un mode constructif, une collaboration avec la géographie, avec le site, avec l'endroit où on va bâtir. Et du coup, ces croquis de coupe détail qu'on fait sur les concours, ils parlent beaucoup de ça, de ce rapport à la matière. Il permet de questionner mais où je vais mettre le bon matériau au bon endroit. Et il est bien à ce moment-là, parce qu'il a une sensibilité, il va parler de ça. Et après, quand arrive le chantier, on va parler avec d'autres moyens, avec d'autres outils, parce qu'on parle à l'entreprise. Du coup, on ne va pas utiliser d'autres médiums. Quand on veut convaincre un maître d'ouvrage, quand on veut convaincre une assemblée, on vient avec une maquette. Parce que la maquette, tout le monde vient, tout le monde fait « waouh ». Et du coup, il y a du corps à corps, il y a du contact, et on peut dire d'autres choses. On peut prendre une personne, s'isoler. Le rapport, il est différent. On n'est pas... Voilà. Et en fait, c'est fabriquer les bons outils pour amener les gens vers ce que vous voulez. Mais ça, c'est... Et comprendre... Et ça, c'est peut-être ma formation Sciences Po qui m'a appris... en fait, j'ai eu... pendant 1 an, j'ai eu un cours de jeu d'acteur. Comprendre qui veut quoi. Et c'est fondamental. Ça a l'air bête, mais comprendre qui veut quoi et qui attend quoi, en fait, c'est hyper important. C'est hyper important parce que notre mission, elle est simple. On attend de nous qu'on fasse des dessins, qu'on mette en musique. Un programmiste, il dira, moi j'attends d'un architecte qui fasse un programme qui marche bien. Et il s'en moque de l'espace, que ça soit beau, que ça soit riche. Ça ne nous regarde que nous. C'est un truc qu'on en parle qu'en école d'archi. Quand on sort de là, personne n'a rien à faire. Mais c'est important. Pourquoi ? Parce que l'architecture, c'est ce qui fera des belles ruines. Et moi, j'ai grandi dans une ville romaine et une belle ombre, des beaux cailloux, des beaux murs bien assemblés. Mais en fait, cette permanence qui restera dans le temps, long au-delà de nous, c'est pour ça que je travaille au quotidien. Et Pierre et Sophie, c'est pareil, on est animé par ça. Mais ça, personne n'attend. Donc ça, c'est gratuit. C'est pour ça que je dis, ce temps de projet, il faut le voler. Parce que personne n'est prêt à le payer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur la question du temps et des outils que vous utilisez à l'agence, outils de représentation. Dans ton exposé, là, on a vu beaucoup de coupes, de croquis à la main, coupes perspectives, beaucoup de détails à la main, et puis des maquettes, systématiquement des maquettes. Donc voilà, le temps consacré à la maquette, c'est de plus en plus rare, en fait, dans la pratique des agences, on peut le constater. On peut le regretter, mais c'est un constat. Comment vous travaillez, quoi ? Est-ce que tout à la main, tout en maquette ? C'est hybride. Je pense beaucoup comme beaucoup de jeunes, d'agences de ma génération, je pense à Link, à DLD, qui sont de la région avec qui on a des affinités, à Régis Roudil, à Lycée d'Anneau, qui sont des copains. Enfin, bon, je vois, on travaille un peu tous de la même manière, c'est-à-dire que c'est le bon outil au bon moment, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de la maquette, mais pas forcément dès le début. Quand on a beaucoup les moyens et qu'on a des stagiaires, on va faire des maquettes pour chercher les volumes. Mais par contre, quand on a un projet, là, on va mettre l'agence. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec l'équipe. En fait, c'est souvent les maquettes. Comme on est dans des sites en pente, il y a beaucoup de courbes de niveau. On va faire la maquette collectivement. En fait, on va plutôt faire des croquis, beaucoup de croquis. D'abord, on conçoit, Sophie, Pierre et moi, tous les lundis matins, le projet ensemble. On travaille les projets à 3. Les idées, la lecture du site, ce que tu dis, l'échelle du 500e du rapport à comment on va construire,
comment on va dialoguer, comment on prend le programme, c'est quoi la question du programme. Les grandes questions, on se les pose à ce moment-là. Après, il y a un chef de projet qui développe le projet. Parce qu'on a grandi, hein, maintenant, c'est étrange aussi, on est une échelle étrange parce qu'on est 2 fois 5. Donc 10, ça commence à être une grande agence, mais au quotidien, on est 2 fois 5, 2 fois même un peu moins, voilà, mais 2 fois 5, ça fait petit pas petit, voilà. Et du coup, ce rapport-là, il est hybride. Et après, on a le croquis, le recherche en plan 2D, des recherches SketchUp, où voilà, on manipule la 3D un petit peu. Et quand on a une esquisse, on va faire une maquette au 200e pour se convaincre, vérifier les choses vers l'APS, APD. Et après, on va approfondir. Mais voilà, c'est des allers-retours entre les choses. La maquette est plus là pour confirmer que pour rechercher. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des outils que l'on retrouve en formation, enfin dans la formation dont vous sortez finalement, ou dans laquelle vous êtes encore en formation initiale, quoi. Vous n'avez pas perdu ça. Non. Et puis la maquette, pourquoi c'est aussi un outil qu'on fait collectivement? Pour qu'il appartienne à toute l'équipe, et parce que la maquette, c'est la seule trace qui nous reste à l'agence quand on a livré les bâtiments. Et en fait, c'est assez agréable d'avoir la collection des bâtiments qu'on a fait qui habitent l'agence. Et moi, je suis entouré de ça dans mon bureau, et en fait, c'est agréable. C'est comme une mémoire. On n'est pas, c'est un lien. Ouais. Toujours pas de questions, ouais. Philippe? Oui, non, j'avais une question plutôt technique sur le dernier projet que tu as présenté. En fait, il y en a plusieurs. La première, c'est le système de fondation. J'ai longtemps cru que quand on construisait en pierre, en fait, on ne pouvait pas se permettre de faire des fondations en pierre. La seconde, on voit en fait qu'il y a 2 systèmes constructifs, des éléments coulés en place et d'autres en fait qui sont des blocs assemblés et maçonnés. Et est-ce que tu peux expliquer la raison? Puisque tu as dit à un moment donné, je crois que la pierre, enfin le matériau venait de 2 sites différents, directement extrait sur place. Non, tout vient du même. Alors, les 300 mètres cubes de terre ou 672 tonnes de terre vient entièrement et dans la totalité du terrassement du bâtiment. Non, à 95% du terrassement du bâtiment. Il y a 5% qui ont été rajoutés, prélevés dans la carrière sur laquelle on a installé le site parce qu'il nous en manque un petit peu pour finir. Mais c'est la même terre. Et elle vient de 2 km à côté. Mais 95%, c'est les 300 mètres cubes du terrassement. Il y avait 100 mètres cubes de terrassement, c'est dans les terres végétales. Et d'ailleurs, il n'y a pas 100 mètres cubes de terre végétale, il y a 80 mètres cubes de terre végétale et 20 mètres cubes de terre qui sont partis en décharge. Parce qu'en fait, c'était une ancienne fabrique de cercueils, et donc il y avait des terres qui étaient un peu polluées. Donc, et on n'a pas pu faire le coup de l'encapsulage. Ensuite, donc ça, c'est l'origine des matériaux, tout du site. Pourquoi 2 modes constructifs? Filiataire a remporté un appel à projet ADEME. Et dans ce cadre de cet appel à projet, ils ont 3 modes constructifs. Un mode constructif, en fait, qui permet de répondre à peu près à toutes les situations géologiques qui permettent de construire avec les matériaux du site. Donc, la première, c'est le terre-pierre coulé ou branché. Donc, ça, c'est ce qu'on pensait faire en fondation. Sauf que c'était un peu trop compliqué pour faire les détails. En fait, on voulait faire ça, des terre-pierres en béton cyclopéen coulé. Comment vous voulez faire En fait, le terre-pierre, c'est le plus compliqué. Couler des gros blocs cyclopéens dans des banches, c'est pas évident. On va y arriver, mais c'est pas évident. Donc, en fait, ce qu'on a fait, d'ailleurs, ça, c'est pas les derniers plans. Ici, on a un contre-mur sur les parties hautes qui sera en parement en pierre de rogne réemployé du site. En fait, on a gardé les pierres. Vous voyez, là, on a les tas de pierres. En fait, on va rebâtir les sous-bassements qui vont protéger les murs en terre. Mais comme on devait appliquer une étanchéité, on ne pouvait pas le faire sur ces murs en pierre cyclopéen. Il n'y a pas d'avis technique pour les murs en béton cyclopéen pour les étancher. Sachant que, attention, un avis technique,
c'est normatif. Le normatif, c'est contractuel. Ce n'est pas réglementaire. Donc, si une règle vous est autorisée, vous pourrez déroger à la norme. C'est le principe des techniques non courantes. Et bon à savoir, la MAF assure les architectes pour faire des techniques non courantes, à condition que votre entreprise et vos ingénieurs soient couverts pour les techniques non courantes et la technique non courante visée. C'est des détails, mais qui ne sont pas des détails. Du coup, à Charleval, on est en technique non courante, tout le monde est bien assuré, comme ça va bien. Les fondations sont en béton de terre, coulé. On remonte un mur en béton de terre juste en dessous de l'appui de fenêtre qui va être en pierre. En dessous, on a un chaînage en béton ici. À cet endroit-là, on a un chaînage périphérique en béton armé. C'est le seul endroit où on a été obligé parce qu'ils nous ont un peu cassé les pieds. On aurait pu s'en affranchir, mais on a été obligé à cet endroit-là de le faire. Et il est en béton, il est en béton standard, pas en béton armé. Il est en béton de centrale. Pourquoi ? Pour faire la rupture en fait au droit. C'est peut-être technique, vous vous dites. Hein. En gros, pour faire la rupture de capillarité entre de la terre qui est enterrée et donc qui est sujette à de l'humidité et de la terre qui est exposée juste aux intempéries et qui n'est pas sujette à la même humidité. Et donc, qui vont vivre différemment. Pour dissocier les deux, à cet endroit-là, on nous a imposé un chaînage périphérique en béton de centrale qui est réputé étanche. J'ai oublié de le dire, le mur sud, la totalité de la façade sud est non isolée. Parce qu'en fait, notre Michel est aussi thermicien. Et en fait, ils ont, de façon empirique, démontré que en fait, on avait plus d'apports à gagner grâce aux apports solaires que de déperdition la nuit grâce à l'inertie de la Terre. Donc le mur est non isolé. Le mur, la façade sud est non isolée. Donc on va retrouver la BTC à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, les refonds sont dans la même technique en terre coulée. On a des tirants, donc je vais revenir au plan. En façade, vous avez, hop là, voilà. On a un tirant par refend, qui lui est en terre coulée. On a un tirant vertical dans l'angle, ici. Donc, c'est le même principe que les tirants des anciens, que les tirants en façade. On a un tirant en acier de 18 mm qui est comprimé, pour comprimer la terre, pour pas qu'elle se déforme en verticale, à chaque élément. Voilà. Là et là. Et c'est tout ce qu'on a en ferraillage. Après, on n'en a pas. Et les façades, elles sont en bloc parce qu'ils voulaient montrer ils voulaient montrer sa presse qui fait des blocs comme un peu des blocs de pierre, donc avec des caractéristiques similaires à la pierre, et où on va permettre, en fait, dans le béton coulé, il y a plus de ciment. On est à 15% de ciment. Dans les blocs, on est à 4% de ciment. Donc, c'est plus pauvre. Et c'est fabriqué par une presse. Alors, si vous voulez, je peux montrer les deux vidéos des bétons et de ça. Parce que l'idée, en fait, moi, il y a quelque chose qui me meut beaucoup dans mon travail, dans ce travail. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, il faut savoir que quand vous achetez un agglo ou quand vous achetez du béton, à peu près 70 à 80% de la valeur, c'est du marketing, c'est la rémunération des actionnaires, c'est en fait tout ce qui est en amont de l'entreprise qui exécute et qui réalise. Et donc, l'idée de travailler avec des circuits courts dans le bâtiment comme en agriculture, c'est une meilleure répartition de la valeur. C'est-à-dire que, et ça, on en parlait avec Laurent Dandre, on a fait une intervention en Virobat il y a quelques semaines à ce sujet, et en fait, lui, il disait, c'est marrant parce que quand j'arrive à la fin des chantiers de bâtiments bio et géosourcés, mes contrôleurs techniques ne me disent pas
tiens, j'ai eu telle pathologie, ils me disent qu'est-ce qu'il y avait une bonne ambiance sur ce chantier. Et moi, je dis, en fait, il y a une bonne ambiance, c'est parce qu'à un moment, l'énergie et l'attention, elle n'est pas mise à avoir des PV, à avoir le papier qu'on va pouvoir donner au contrôleur technique, qui va faire qu'on peut avancer, on ne peut pas avancer. L'énergie, elle est mise à savoir qu'est-ce que ta main sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va faire, et tout le monde voit du sens à ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on fait différemment, on fait avec des choses qui viennent d'ici, pour nous tous, et que dans l'échelle de valeur, la terre, personne n'a payé. On a payé 5% pour les façades, on paye 5% de ciment. L'acier, on le divise par 10 sur ce bâtiment, par rapport à un bâtiment standard. Alors on n'est pas un facteur non plus 1000, puisqu'il n'y en a pas 0, et qu'il en reste, en fait, il reste des gros tirants de 3 cm, là où d'habitude on a plein d'ossature plus fines, mais on a quand même un facteur 10. Et surtout de la charpente en bois, on n'a pas d'assemblage métallique, on n'a pas de vissage. Donc pareil, la visserie, ça coûte extrêmement cher. Donc le charpentier, il ne paye que son bois, etc., etc. On n'a pas d'isolant. Et l'idée après, derrière, c'est de remonter toute la filière sur le second œuvre, sur la même chose. Les enduits, à terme, on a mis au point des formules pour les faire avec les terres du site, en triant les fines. Bonjour. Merci. Et pour continuer sur ce sujet, j'aurais aimé savoir les entreprises qui travaillent. C'est des entreprises que j'imagine sont peut-être plus ou moins spécialisées, ou c'est aussi peut-être des entreprises locales. Comment réussir donc à les convaincre pour travailler ces matériaux qui sont non conventionnels et réussir du coup à amener le projet à bien? Alors, les entreprises. Belle question, bonne question. On a eu sur le PC Marseille, c'était... alors, tous les bâtiments que je vais présenter, il n'y en a pas une qui a été fait avec la même entreprise. Le PC Marseille, j'en parle, c'est le maçon, c'est un poète. Il a construit ma maison et ma femme, pour échanger avec lui, lui a fait des verres. Et il est arrivé, oh la Martine, magnifique. Tu vois, quand on m'écrit en vers, je viens. Non, en fait, c'est un collectionneur d'art avec qui mon père avait construit plusieurs bâtiments. Et en fait, quand je dis un collectionneur d'art, c'est vraiment un collectionneur d'art. Et c'est un mec qui aime l'architecture. Il a pas mal construit avec Daniel Fanzutti, qui est prof à Saint-Étienne. Donc je pense que voilà, il a construit avec Bonne Maison, un archi-parisien assez intéressant, qui fait des choses assez chouettes. Et en fait, il a construit avec Dessau, Olivier Souquet, pareil, qui est un peu dans la même démarche que nous. En fait, c'est un mec qui est intéressé par le comment on fait. Qui, quand le maître d'ouvrage est pressé, il dit « Oh, monsieur le client, je vais vous expliquer un truc. Le Panthéon, le coffrage, il a attendu 70 ans avant de le décoffrer. Parce que si on voulait un bon béton de chaux, il faut être patient. Donc, vous n'allez pas me mettre la pression. J'ai les gars que j'ai, ils font ce qu'ils font, ça viendra quand ça viendra. » Donc après, je peux vous dire que les relations avec le second œuvre, c'est compliqué. Parce qu'après le gros œuvre, le déluge. Donc, et l'OPC aussi. Voilà. Donc non, à l'EPC, c'était une belle aventure. C'était avec Mario Moretti. Il a pris sa retraite. On l'a plus eu, mais on a fait quand même une série de 3-4 chantiers avec lui. Et c'était un mec assez sympathique, fort en gueule, il faut l'écouter. Mais c'était un moment. Les autres chantiers, en fait, on ne choisit pas toujours. ABB, par exemple, pour Force 06, on l'a à moitié choisi, vous l'avez compris, quoi. Il était plus ou moins imposé par le département. On a choisi entre... Nous, on poussait au contraire plutôt une autre entreprise, mais qui avait fait une offre beaucoup plus chère. Donc, quand on a vu son devis, on a dit on arrête. ABB, ça sera très bien. Et on a accepté la charpente qui venait du Portugal. En même temps, l'autre, il faisait sa charpente en Italie. Le gros œuvre de ICAD, on ne le connaissait pas.
KP2, bah, c'est un petit artisan du coin qu'on a convaincu. Allez, venez, c'est l'avenir, il faut le faire. Bon, bah, pourquoi pas. On avait 2 offres. On avait un mec qui faisait que du logement social, qui faisait que du ravadresse et qui ne savait pas faire un voile en béton. Et on avait eux qui, en fait, ne savaient pas non plus faire de béton et qu'on m'avait juste conseillé parce qu'ils savaient faire de la maçonnerie en pierre massive. Mais on m'avait fait comprendre que c'était assez moyen. Mais ils savaient à peu près en faire. Et ça se confirme, ils posent 15 blocs par jour. Là où, j'en parle, un bon tailleur de pierre, on pose plutôt 25 à 30. Donc, on a un problème de rythme. Voilà. Donc non, les entreprises, on ne les choisit pas, on compose et on réadapte. C'est pour ça que je dis on réadapte en fonction de la main qui fait. Parce que, et moi, c'est quelque chose... je m'étais fait interroger, et c'était un peu un traumatisme, il y a 4 ans, à un oral pour la titularisation à Saint-Étienne. Et en fait, moi, j'avais dit, c'était pour il fallait pouvoir, monter des projets pour faire de l'expérimentation à l'échelle 1. Et moi, j'ai toujours dit, c'est bien l'expérimentation à l'échelle 1, mais il y a juste un défaut, c'est que l'architecte, il doit savoir travailler surtout avec un artisan qui a un savoir-faire. Et il est la main qui pense, pas nécessairement la main qui fait. Et j'avais dit cette phrase, et on m'a dit, c'est qui dit ça? Et j'ai dit, aucune idée. La question était tournée un peu compliquée que ça. C'était fait pour pas comprendre. Du coup, je suis resté pendant 10 minutes à un oral à pas savoir répondre. Ça le fait pas. Et je me suis senti nul pendant longtemps. Et en fait, moi, je pense que la main qui... on doit juste savoir discuter avec le maçon, celui qui fait. Et c'est bien de savoir faire, mais on ne sera jamais bien faire, parce qu'on n'est pas des sachants, on n'est pas des professionnels. On apprend en fabriquant. J'ai beaucoup fait de petits chantiers dans ma famille, et j'ai eu cette chance-là. Donc ça m'a peut-être permis de me confronter à cette fameuse expérimentation. Mais j'apprends surtout en questionnant l'entreprise et en faisant des appels d'offres qui ne sont pas trop verrouillés, pas trop détaillés aussi, pour que, en fait, quand l'entreprise arrive, par exemple, on a peu de détails au 10e ou au 20e dans nos DCE. On fait du 50e, quelques détails au 20e en menuiserie, mais surtout du 50e pour pouvoir dialoguer. Et jusqu'à pas longtemps, on faisait même tous les carnets de détails à la main pour dire ça va être simple. Oui, c'est pas simple. Mais ça donne l'impression que c'est plus simple. Et donc, ouais. Donc, en fait, c'est dans le dialogue et dans des réunions qu'on fait encore du temps volé. Je fais des réunions. En fait, je fais des réunions avant la réunion de chantier. Je ne résous rien devant le client dans les réunions de chantier avec 15 entreprises. Les choses sont résolues 1 fois par mois à 2 fois par mois. J'ai une réunion avec une entreprise où on va parler de ses problèmes. Et on va faire ces plans d'exé ensemble. Mais pas la réunion de chantier. La réunion de chantier, elle est là pour acter des décisions. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, parce que le temps passe aussi. Super, merci. Je vous propose de conclure cette soirée donc avec beaucoup de gravité, mais au sens premier du terme. Et ça fait franchement plaisir, quoi. L'inverse de l'architecture de packaging, voilà, à laquelle on peut être confronté très souvent, qui perd son sens. Là, on est dans l'expression, la matérialité, voilà, ce qui nous aide à nous sentir vivre et exister, quoi. Voilà. Merci Mathieu, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. On se retrouve demain pour les HMO, 9h, avec Philippe.